Le roi Philippe II, Belgique, a redit mercredi à Kinshasa ses plus profonds regrets pour les blessures infligées à l'Est Congo-belge durant la période coloniale lors d'une visite en République démocratique du Congo en évocation du passé et du délicat travail de réconciliation entre les deux pays. Notre invité est Lui Magloire Kemayo, il est journaliste et écrivain. Bonjour Lui, vous allez bien? Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Pas d'excuses, mais des regrets pour le roi Philippe. En soi, je pense qu'il n'y a pas de fétichisme à entretenir par rapport au fait que ce soit des excuses, des regrets. Les mots à la fin sont presque dérisoires. Ce qui est important ici, c'est que des choses ont été faites et qu'il faut les nommer et les nommer justement. Ce qui s'est passé en RD Congo, l'ex-Congo belge, c'est quelque chose d'inacceptable. Ce pays qui est au moins 8 fois plus grand que la Belgique, a d'abord été la propriété du roi Philippe, dont descend Léopold, du roi Léopold Léopold, II, oui. dont descend Philippe. Il a fait une première lettre dans laquelle il exprimait déjà pareil des regrets par rapport à tout ce qui s'est passé, mais il n'y a pas qu'à regretter. Si vous renversez quelqu'un aujourd'hui et que la personne perd la vie, vos regrets ne suffiront pas pour que vous ne vous fassiez pas condamner en justice. Il faudra qu'au-delà des regrets, vous soyez condamné pour les faits que vous avez commis et qu'ensuite il y ait réparation pour la personne que vous avez, à laquelle vous avez fait subir un préjudice. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un problème dans les regrets du roi Philippe. Je crois qu'il aurait dû faire la part des choses entre la vie familiale nucléaire, celle de son ancêtre Léopold II, et ensuite la vie de la nation, puisque le territoire où il se trouve aujourd'hui a d'abord été une propriété familiale, personnelle du roi Léopold II, avant de devenir une propriété de l'État du Royaume de Belgique. Donc pour toutes ces raisons, je crois que le roi Philippe aurait dû faire plus, nommer d'abord, parce qu'il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis, des mains ont été coupées, des personnes ont subi des exactions physiques importante. Patrice Lumumba l'avait rappelé un peu dans son discours au moment de l'indépendance du Congo. Certains disent que c'est à cause de cela qu'il a été tué, mais je crois qu'il est important de nommer les choses plusieurs années après et de pacifier les relations en disant les choses telles qu'elles se sont passées et en se comportant, en présentant une attitude qui permet de comprendre qu'on part sur de nouvelles bases. Alors, Lui Magloire Kemayo, ce sont des regrets qu'il avait déjà formulés par écrit dans une lettre au président Félix Antoine Tshisekedi il y a 2 ans, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui le roi Philippe à agir ainsi? Ben, je crois que on n'a pas encore refermé la page de l'histoire très troublée de la décolonisation du Congo. On n'a pas tout dit sur les crimes qui ont été commis dans ce pays-là, même si aujourd'hui, en regardant ce qui se passe à l'est du pays, c'est aussi un carnage qui est en train d'avoir lieu. Je pense qu'il faut d'abord réparer ce qui a été fait dans le passé et ensuite revenir dans le présent pour faire les choses, pour bâtir les choses différemment. Vous avez remarqué qu'on est dans une période de l'histoire où on parle beaucoup de rapatriement des biens culturels qui ont été volés, où on parle également de réconciliation des mémoires entre les différentes cultures, ce fameux choc des cultures que prédisait déjà un philosophe. On est en train d'essayer de l'éviter d'une manière ou d'une autre, et c'est la manière maintenant qui va permettre de savoir si les personnes qui essaient d'éviter le choc des cultures sont sincères dans leur démarche ou pas. Alors, certains Congolais veulent voir dans cet examen du passé le début d'un nouveau partenariat. Pour d'autres réclament plus d'excuses. Non, je crois qu'à la rigueur, les excuses, tout le monde, enfin personne n'en a grand-chose à faire, qu'il y ait des excuses. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les gens reconnaissent ce qu'ils ont commis comme tort, ce qu'ils ont produit comme tort dans la vie nationale des Congolais. Je me souviens que pour l'EVA, par exemple, à travers laquelle l'industrie de l'automobile s'est énormément développée, a été d'abord produite en RDC. Ouais. Le chocolat qui est produit en Belgique a été fait à travers des plantations qui étaient à l'est de la RDC et dans d'autres parties de ce pays-là. Et les personnes qui y travaillaient n'avaient pas les droits liés aux travailleurs comme nous les avons aujourd'hui. C'était des personnes qui étaient corvéables à souhait, qui étaient frappées, qui étaient tuées, qui étaient molestées, qui étaient... Je veux dire, il faut déjà nommer tout cela, dire que l'on reconnaît que ça s'est passé et que ça ne s'est pas passé dans le plus strict respect des droits de l'homme, et après s'engager à réparer d'une certaine manière,
peut-être ce seront des compensations financières, peut-être que ce sera sous une autre forme, mais il est important de dire, de nommer précisément les choses avant de tourner la page. Alors, cette visite est à mettre à l'actif de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, depuis son élection, on l'a vu, hein, est en train de nouer de nouveaux partenariats avec la Belgique. Alors, pourquoi le président veut se démarquer de ce qu'ont fait déjà ses prédécesseurs? Non, mais déjà, il faut constater que le président Tshisekedi a un deuxième pays, qui est la Belgique. Ouais. Il a passé beaucoup plus de temps en Belgique qu'il n'en a passé en République démocratique du Congo. Il a fini par en devenir le président. Je pense que c'est pour cette raison, c'est pour cette double appartenance. Même si je ne sais pas s'il a renié sa nationalité belge ou pas, même s'il n'est pas encore arrivé à ce stade-là, pour lui, il est important de faire en sorte que les deux mémoires, l'histoire de ces deux pays, ne soient pas uniquement sur des ressentiments et que l'on parte sur une page nouvelle qui permettrait de réécrire les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Il faut dire que la Belgique joue tellement de rôle en République démocratique du Congo, mais cette visite, sans doute, va aiguillonner les rapports entre les deux nations. Oui, elle était prévue il y a 2 ans déjà. C'est à cause du Covid que finalement le roi n'est pas venu il y a 2 ans. Mais il est là aujourd'hui et c'est le plus important. Il va passer près d'une semaine sur place. Il aura le temps de rencontrer les populations, d'échanger avec les autorités, de voir dans quelle mesure, puisqu'il n'est pas seul, il est avec le Premier ministre également. Ils vont avoir le temps de peaufiner les nouvelles stratégies qui permettront aux deux pays de mieux collaborer à l'avenir. Et puisque la Belgique est aussi le siège des institutions européennes, peut-être que cela permettra de déboucher sur d'autres choses. Il y a cette guerre dans l'Est, encore une fois, qui fait beaucoup de victimes. Il y a cette relation avec le Rwanda qui est très tendue, avec l'Ouganda également, avec tous les partenaires, les voisins de la RDC qu'il faut pacifier. J'espère que la Belgique, qui a été la puissance coloniale en RDC, au Burundi et au Rwanda, arrivera aussi sur ce terrain-là à réconcilier les frères ennemis de ces trois pays-là. Vous l'aviez dit, selon vous, sur l'aspect sécuritaire, quel rôle la Belgique peut jouer? Je ne pense pas qu'elle peut jouer un rôle au-delà de ce que les autorités congolaises leur permettront de jouer. Rappelons qu'il y a eu une opération de l'Europe qui a eu lieu sur le terrain en RDC, qui n'a pas été un franc succès, qui a eu une opération des Nations Unies sur place, qui n'est pas non plus un succès, qui n'a pas un succès, ne remporte pas un succès étincelant, et que tous les autres partenaires qui viendront devront s'aligner malheureusement sur les besoins, enfin pas malheureusement, mais ils devront s'aligner sur la voie que leur traceront les autorités de la RDC. Si elles peuvent le faire, tant mieux. Si elles ne peuvent pas le faire, ce sera au bout du compte aux Congolais eux-mêmes de trouver les solutions à leurs problèmes. Alors, la deuxième journée de leur voyage a commencé au mémorial aux anciens combattants. Quelle est la portée de ce geste? L'histoire, encore une fois, on salue l'histoire, on salue les acteurs, parce que l'histoire est faite par les hommes, et certains hommes ont dû mêler leur sang à cette terre-là pour que les combats soient gagnés, et il est toujours bon d'avoir de la reconnaissance, surtout quand on a une dette de sang. Alors, le souverain y a décoré un ancien combattant, le dernier même. C'est encore l'histoire, sans doute, de l'Angola. Oui, oui, c'est les symboles, c'est l'histoire et les symboles. On se retrouve, nous sommes un, et même si nous ne voulions pas être un, il y a tout ce sang mêlé que nous avons. Le président Tshisekedi a grandi en Belgique. Le roi n'a peut-être pas connu la même chose, mais il y a aujourd'hui tellement de Congolais qui vivent en Belgique et tellement de Belges qui ont une histoire personnelle avec le Congo que ces deux peuples-là ne peuvent pas vivre en se regardant en chien de faïence. Donc il faut trouver le maximum d'éléments qui produisent des atomes crochus entre les peuples et les valoriser pour que les choses se passent bien. Je pense que c'est pas rien que de trouver ces symboles-là, mais au-delà des symboles, il faut surtout la reconnaissance. Et l'une des reconnaissances qu'il faut avoir, c'est par exemple concernant Patrice Lumumba, qu'il y a eu des commissions d'enquête qui se sont réunies pour établir les circonstances dans lesquelles il avait été tué, où sont les restes de Patrice Lumumba. Toutes ces choses-là, il faudra en discuter. Quand on aura fini de faire les amabilités, il faudra aussi passer à des choses concrètes comme ce type de situation où la Belgique, avec d'autres partenaires, n'ont pas toujours joué le beau rôle en République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a dit que le roi Philippe a tenu une promesse
et cela va continuer. On a parlé tout à l'heure de l'aspect sécuritaire. Qu'est-ce que Bruxelles peut apporter peut-être sur le plan économique à Kinshasa? Peut-être que la Belgique fera un plaidoyer auprès des autres pays de l'Union européenne pour qu'ils soient sensibles à la situation de la RDC pour l'accompagner dans les différentes missions. On a parlé des droits de tirage spéciaux par moment qui pouvaient être utilisés. Il y a les dotations budgétaires également qui peuvent entrer en ligne de compte. Et puis le docteur Mukwege, il est dans l'est de la RDC. Le travail qu'il fait est titanesque. Je crois que toutes ces choses-là mises bout à bout peuvent constituer le bouquet de choses sur lesquelles soit la Belgique choisira, soit les autorités congolaises proposeront, mais il faudra qu'il y ait un accompagnement sérieux, mais qui ne se limite pas juste à être de l'aide, mais qui soit également de l'ordre de la réparation en termes de justice par rapport à toutes les exactions du passé, encore une fois. Alors, une visite est prévue même à l'est du Congo. Ils vont rencontrer le docteur Mukwege. Quel rôle lui, il peut jouer? Il joue tellement de rôles déjà. Il a remporté de nombreux prix, il a un rayonnement à l'international qui dépasse la RDC et qui dépasse la politique. Je crois qu'il pourra, vu qu'il est dans une position presque désintéressée, c'est un scientifique, c'est un humanitaire, c'est un citoyen qui est tout à fait épanoui dans ce qu'il fait à l'intérieur de son pays. Je crois qu'il peut déjà apporter tout cela pour penser une partie des blessures, mais comme une personne ne suffit pas, même une fondation ne suffit pas, il faut davantage l'encourager et encourager tous ceux qui travaillent avec lui, parce qu'il n'est pas seul dans cette entreprise et au-delà de les encourager, il faut créer également les conditions pour que les choses qu'il répare ne soient plus faites, qu'il n'y ait plus l'usage, par exemple, du viol comme arme de guerre pour détruire les gens, qu'il n'y ait plus ces mouvements de population qui durent depuis 1996 quand même, la chute de Mobutu, et les blessures restent encore très béantes. Le président Tshisekedi a dit qu'il allait pacifier l'est de la RDC. Il a nommé des gouverneurs militaires. Les résultats tardent à venir, mais il faudrait qu'il y ait une vraie volonté politique, des moyens réels qui soient mis à disposition pour que ce ne soit pas juste de l'ordre de la déclaration politique qui n'engage personne à part ceux qui y croient. Est-ce qu'au niveau de la paix dans la classe politique de la République démocratique du Congo, le roi Philippe et la reine Mathilde peuvent jouer également un rôle? On voit les partis politiques divisés avec les différentes tendances à l'approche à quelques années des élections présidentielles à venir. Je pense pas, ce n'est même pas souhaitable. Je ne souhaite pas qu'il joue un rôle dans la pacification de la vie politique. Chaque pays doit trouver des solutions endogènes à ses problèmes. Et si par moment on peut avoir une oreille attentive à l'extérieur pour mieux s'imprégner de la situation, ce n'est jamais en trop. Mais je ne suis jamais pour que, après avoir été colonisé par un pays, on aille encore se mettre sous l'autorité de ce pays, même si c'est le roi et qu'il n'a pas un rôle politique très important. Je ne suis pas pour qu'on sollicite des personnes à l'extérieur dans une distance géographique aussi importante pour régler des problèmes à l'intérieur d'un pays qui est indépendant depuis plus de 60 ans maintenant. Pour certains Congolais, décorer, c'est bien, mais il faut aussi indemniser les familles de ces anciens combattants qui ont perdu la vie dans la guerre. C'est important aussi. Oui, c'est très important. En France, on a également eu cette histoire-là avec les soldes des anciens combattants qu'on appelle couramment les tirailleurs sénégalais, qui ont été gelés un moment parce qu'on estimait qu'on ne pouvait pas trop les payer. Cela aurait déséquilibré la vie sociale dans les pays où ils sont. Puis après, ça a été la croix et la bannière pour faire entendre raison aux autorités françaises. Elles ont quand même accepté de payer ce qu'elles devaient à ces anciens combattants. Ce n'est toujours pas bien, puisque une grande partie d'entre eux sont morts et que c'est pas rétroactif. Une grande partie d'entre eux ne sont jamais rentrés dans leurs droits jusqu'à la mort. On parle des œuvres qui ont été emportées également par le colonisateur belge. Alors, il faut les restituer, ça aussi. Sans doute, on a parlé de cela. Je crois que c'est en 6 jours, je pense qu'on a le temps de faire le tour de plusieurs sujets et ça m'étonnerait
que la question de la restitution des biens culturels n'ait pas été posée, que la question par exemple des Congolais qui avaient été exposés comme des bêtes de foire dans les jardins belges à un certain moment et qui sont morts en Belgique, enterrés en Belgique, que les restes de ces personnes ne soient pas également exigés pour qu'on les enterre dignement dans la terre qui les a vus naître. Donc je pense qu'il y a plein de sujets qui ont été mis sur la table et que parmi ces sujets, les questions culturelles et de restitution également de restes humains ont été sur la table des négociations ou le seront. Apparemment, une œuvre a été restituée, l'Umagloa Mayo. Pour vous, c'est un bon début. C'est un bon début, mais vous avez tout un musée en Belgique, à Tervuren précisément, qui contient énormément d'œuvres issues de la République démocratique du Congo. Ce serait bien que tout le musée soit transféré en République démocratique du Congo, mais je ne sais pas ce qu'il en sera, si ce sera graduel, partiel ou défini. Enfin, je ne sais pas, mais c'est un musée qui rapporte énormément. C'est un peu comme le musée du Quai Branly en France, à Paris, mais à la différence que c'est un musée qui était royal à la base. C'est-à-dire que c'était vraiment la propriété du roi et que tout ce qui y était venait de cette colonie-là qu'a été la République démocratique du Congo. On parle de l'histoire, oui, encore l'histoire a été au menu des discussions entre le président Félix Antoine Tshisekedi et le roi Philippe. On a même parlé de Patrice Lumumba, le héros national. Oui, parce que vous vous souvenez, il y a un Belge qui avait participé à sa torture et qui a exhibé une dent ou plusieurs dents de Patrice Lumumba qu'il avait conservé après qu'ils aient dilué son corps dans de l'acide. Oui, ça doit être réparé. La mémoire de Lumumba doit être réhabilitée. Vous avez une université Patrice Lumumba qui existe en Russie, à l'université Lomonosov à Moscou. Il n'y a rien de tel en Belgique pour le moment. Et je crois que pour que les choses se passent bien, il faudrait qu'au-delà des rues, qu'au-delà des reconnaissances que l'on a, Lumumba a déjà une très grande reconnaissance à l'international, il faudrait qu'entre la Belgique et la RDC, on trouve le moyen de mieux célébrer ces héros-là de l'indépendance du Congo, de l'ancien Zaïre. Tout à l'heure, on a parlé de l'Est. Il se rendra également à Lumumbashi, au sud-est, à Bukavu. C'est une visite pleine finalement pour le roi Philippe. Oui, je crois qu'il a besoin de donner du sien. Il a besoin lui aussi, un peu comme la reine Élisabeth II aujourd'hui qui célébrait son jubilé, il a besoin de repartir vers les pays qui constituent quand même quelque chose dans l'histoire de la Belgique, parce que si la Belgique est aujourd'hui aussi puissante qu'elle l'est, c'est probablement par rapport à l'ancienne possession familiale qu'a été la République démocratique du Congo, le Congo belge, et par rapport à tout ce qui s'y est fait, par rapport à toute l'histoire que cela a tracée. Donc, de mon point de vue, il y va avec son épouse et avec les membres du gouvernement pour renouer ce lien et tourner une page beaucoup plus positive, ouvrir une page beaucoup plus positive des relations entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Alors, quels sont les impacts tous azimuts de cette visite du roi Philippe en République démocratique du Congo? Déjà, on entre dans un cycle de visites très important. Au-delà de la reine et du roi, il y a également le pape qui sera en République démocratique du Congo. Donc le Congo redevient à la mode en quelque sorte, mais c'est aux autorités congolaises de savoir le contenu qu'elles donneront et la direction qu'elles donneront à toutes ces visites qui sont des marques d'amitié, mais qui ne devraient pas être uniquement des marques d'amitié. Ça doit être converti également en quelque chose de positif pour l'image du pays et pour son développement. Dans la balance, ces visites peuvent peser dans la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi, selon vous? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un pari qui peut être fait, parce qu'il y a très peu de Congolais qui sont sortis pour accueillir le roi jusqu'à présent. Quand il s'est déplacé, il n'y a pas eu la foule des grands jours. Donc, si les gens ne sont pas venus, probablement que ça ne les intéresse pas beaucoup et qu'au moment de mettre leur bulletin dans l'urne pour l'élection du président, cela n'aura pas une importance aussi considérable qu'on pourrait le croire. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que la popularité de Félix Tshisekedi, il doit la bâtir auprès de ses compatriotes par rapport à des actions et à des résultats concrets. S'il compte sur la visite d'une autorité étrangère, le roi, la reine, le premier ministre ou le pape, je crois
crois que c'est un mauvais calcul politique et qu'il devrait revoir sa copie. Mais je pense qu'il est plus intelligent que ça. Allez, puisqu'on parle de la République démocratique du Congo, on va profiter pour avoir votre avis sur ce qui se passe aujourd'hui entre Kinshasa et Kigali. Comment vous analysez ce qui se passe et qui est lié à M23? Moi, je crains qu'il y ait une espèce de fuite en avant concernant les problèmes des minorités. Nous sous-estimons souvent le mal-être des populations, mais ce qui se passe à l'est de la RDC et qui a déjà débouché sur un génocide au Rwanda, qui a déjà donné lieu à l'ivoirité en Côte d'Ivoire, si on laisse pendant trop longtemps les ressentiments grandir, la crise économique sévir, la guerre continuer comme c'est le cas aujourd'hui, cela risque de produire un cocktail tellement explosif que personne ne pourra le gérer. Je le dis vraiment de façon très humble parce que j'espère que le dialogue permettra à ces différents pays d'arriver à mieux identifier les problèmes et à ne pas se renvoyer la balle tout le temps quand il s'agit de régler des problèmes concrets qui ne relèvent pas du jeu politicien. Vous prenez par exemple l'Est de la RDC. Pour renverser Mobutu, on a fait appel à beaucoup de personnes qui étaient dans cette région et qui étaient considérées comme des sous-Congolais. On ne leur reconnaissait pas la nationalité congolaise. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup qui doutent de leur nationalité congolaise. Du coup, ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les autres. Vous ajoutez à cela le fait qu'il y a eu le génocide au Rwanda, vous ajoutez à cela tous ceux qui sont venus se rajouter avec les armes en fuyant le génocide, ça produit quelque chose d'ingérable. Donc pour moi, la République démocratique du Congo devrait régler ce problème à son niveau d'abord. Ensuite, ses voisins devraient régler les problèmes de leur minorité aussi. Et une fois que ces populations pourront circuler à l'intérieur de toutes ces zones-là sans crainte et en se sentant respectées de n'importe quel côté de la frontière, peut-être qu'on obtiendra un résultat. Mais pour le moment, malgré la libre circulation des biens et des personnes qu'il y a entre le Rwanda et la RDC, il y a encore un contentieux où on a l'impression que c'est le Rwanda seul qui est le problème par rapport au coltan qui est exploité, par rapport aux terres rares. Mais vous avez ces minerais à la fois en RDC, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda également. Donc quelque part, de n'importe quel côté de la frontière, vous avez toutes ces richesses-là. Et avant même qu'il y ait ces richesses, il y avait les richesses agricoles. Et donc, je ne comprends simplement pas pourquoi, plutôt que de régler le problème à fond, d'aller à fond pour comprendre quels sont les problèmes de ces minorités qui n'ont toujours pas été résolus plus de 26 ans après. Il y a eu plus de 6 millions de morts. Il y a presque autant, enfin, je veux dire, il y a au moins le double ou le triple de personnes qui ont été blessées, déplacées en interne ou à l'extérieur. Vous avez plus de 8 frontières pour la RD Congo et l'Est de la RDC, il y a des milliers de kilomètres de Kinshasa. Donc, le fait qu'il y ait toute cette distance et que la RDC en elle-même représente l'Europe occidentale. Imaginez-vous un pays qui va du Portugal jusqu'à la Pologne et qui n'a pas les moyens justement de l'Europe pour gérer toutes ces infrastructures, toutes ces populations. Il faut qu'on trouve le moyen de régler cela. Et ça commence par les Congolais eux-mêmes. Le président Tshisekedi a commencé en mettant un accent sur la pacification de l'Est du pays. Il faudrait qu'il aille beaucoup plus loin en valorisant également, en faisant qu'il y ait des infrastructures qui viennent vers les gens, qu'ils ne se sentent pas délaissés par le pouvoir central qui est complètement à l'ouest, pas au figuré, hein, à l'ouest physiquement sur le plan géographique vers Brazzaville, alors que eux, ils sont à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda, le Nord Kivu. Donc pour toutes ces raisons-là, j'espère que les pays ne se contenteront pas juste de renvoyer la balle de ping-pong les uns aux autres, mais qu'ils aideront les différentes minorités, leur population, à se sentir à l'aise là où elles sont et pour ce qu'elles sont. Donc, vous voulez dire que la panacée, ce n'est pas cette force commune pour faire face au M23? Le M23 est comme un cancer, c'est-à-dire c'est une force politico-militaire qui a existé. On peut discuter avec elle, mais si vous commencez à discuter avec tous les bandits,
vous n'aurez jamais d'autorité. Il faudrait qu'à un certain moment, on remette les choses sur la table et qu'on dise, vous êtes tous des citoyens et on négocie avec tout le monde, on dialogue avec tout le monde, on investit pour tout le monde. Il n'y a pas de passe-droit à avoir, que l'on soit du M23 ou de n'importe quel autre mouvement. Et il y en a plus de 120 dans cette région. Donc si on commence à faire des concessions à l'une des organisations et à sa décharge, le M23 est pour le moment le seul mouvement qui a signé un accord avec le gouvernement de la RDC. Mais même dans ce cas de figure-là, je crois qu'il faut être tout simplement citoyen et républicain pour dire l'État ne négocie pas avec les gens qui prennent les armes contre lui. Si vous voulez négocier avec l'État, on organise des élections, on organise une conférence nationale, mais on ne négocie pas avec une arme sous la tempe. C'est sur la tempe. Ce n'est pas possible. Donc, vous voulez dire que même s'il n'y a pas de lien étroit entre la Belgique et l'Ouganda, entre la Belgique et le Rwanda, le roi Philippe peut jouer un rôle? C'est ça ma question. Il peut jouer un rôle dans la résolution de cette crise? Tout le monde peut jouer un rôle. Tout le monde, vraiment. Dès lors qu'il y a de la bonne foi, tout le monde peut aider. Dans les conflits, on n'est pas obligé d'être une partie prenante pour le régler. C'est comme si vous aviez votre maison qui brûlait. Vous n'allez pas demander le certificat de résidence des gens qui viennent vous aider avant de les autoriser à éteindre le feu chez vous. Vous prenez toutes les bonnes volontés qui arrivent et après l'incendie éteint, vous passez à autre chose. Peut-être que vous pouvez leur demander s'ils ont une maison sur place, s'ils ont besoin que vous les hébergez quelque temps avant qu'ils continuent leur route. Donc, pour moi, tout le monde peut être utile. Mais personne ne sera plus utile que les Congolais eux-mêmes dans la résolution de ce conflit. Alors, ce problème sera mis sans doute sur la table des discussions lors de sa visite. Oui, je crois que ça va être mis sur la table. C'est-à-dire, plus on a de personnes détachées par rapport à la crise qui interviennent et qui peuvent faire entendre raison aux belligérants, mieux ça vaut. Mais je crois encore une fois que c'est la volonté propre des Congolais qui permettra de résoudre. Regardez par exemple dans la situation au Sahel. On a eu l'impression que l'armée, les militaires pouvaient régler le problème. Ça fait presque 10 ans aujourd'hui qu'ils sont là et que cela n'a résolu aucun problème. La force ne résout pas les problèmes. Il faut trouver un moyen de dialoguer sur place et d'entendre les plaintes que les uns et les autres ont, de comprendre quelles sont les attentes et de les satisfaire du mieux que l'on peut. Ce qui ne peut pas être satisfait, on l'écarte du dialogue. Mais un dialogue, c'est par moments lâcher prise sur certains sujets et par moments être ferme également sur des principes. Et je crois que en RDC aujourd'hui, il y a une nécessité d'avoir à la fois un peu de fermeté, un peu de douceur, mais d'être républicain avant tout. Ne pas uniquement travailler par rapport à la force armée en estimant qu'on est suffisamment fort et que si on n'est pas fort, on peut compter sur les forces militaires des pays voisins constituées en organisation pour soutenir la RDC. Ça ne marche pas. Ça vient au dernier moment quand on a tout essayé et qu'on n'a pas réussi. Là, on peut utiliser la force et estimer qu'on a donné sa chance au dialogue, mais que cette chance n'a pas été saisie. Mais pour le moment, attendre encore, enfin considérer que la force militaire est le seul élément qui permettra de gagner, pour moi c'est une erreur monumentale. Merci beaucoup à vous, Lieu Magloire Kebayo. Avec vous, on a parlé de la République démocratique du Congo. Pas d'excuses, mais des regrets pour le roi Philippe. Infini merci à vous. Merci. On va marquer une pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.